Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2796 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 5 février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le Portugais Cristiano Ronaldo. Il fête aujourd'hui ses 39 ans CR7. Donc n'oubliez pas que c'est un joueur qui a quand même remporté 33 trophées en club, dont 5 fois la Ligue des Champions, 4 fois avec le Real et une fois avec Manchester United. Il a gagné une fois l'Euro, une fois la Ligue des Nations. Il a gagné 5 ballons d'or, 4 souliers d'or, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale et meilleur buteur tout simplement de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Très bon anniversaire à lui, 39 ans aujourd'hui pour le joueur portugais. Un autre très grand joueur fête son anniversaire aujourd'hui, c'est le joueur Neymar. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Neymar, il a gagné les Jeux Olympiques avec bien sûr le Brésil, la Coupe des Confédérations, une Ligue des Champions avec le Barça en 2015, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, 2 fois la Liga, 3 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, 5 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions pour Neymar, qui est actuellement blessé. On sait qu'il devrait faire son retour normalement septembre, octobre prochain. Il va louper la Copa América avec le Brésil. Donc on souhaite également un très bon anniversaire à Neymar. Donc voilà, le 5 février, je me souviens toujours de cette date parce que c'est l'anniversaire de ces deux joueurs-là, Cristiano Ronaldo et Neymar. On continue maintenant, on va parler comme tous les lundis de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et il y a énormément de choses à dire et on commence tout d'abord avec la parenthèse Coupe d'Afrique des Nations et on va parler des 2 derniers quarts de finale. J'ai déjà parlé des 2 premières affiches, c'était samedi vu que les matchs avaient lieu vendredi, donc ce match-là a eu lieu samedi. Donc Mali contre la Côte d'Ivoire est dans un match totalement fou parce que ça s'est joué après les prolongations. C'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-1. A noter que le Mali menait 1-0, la Côte d'Ivoire a su revenir dans le match, gagner le match et surtout avec un joueur en moins, ils ont pris un carton rouge. Kosonou a pris double jaune, du coup carton rouge et malgré ça, mais ils ont quand même réussi à faire ce comeback, c'est incroyable cette équipe ivoirienne. Donc la possession était plutôt côté Mali. Bon, les tirs cadrés, c'est quasiment pareil et c'est la Côte d'Ivoire qui a été plus efficace que le Mali. A noter que la Côte d'Ivoire a inscrit le but du 2-1 à la 120e plus 2 minutes de temps additionnel. Donc voilà, il ne restait plus rien, c'était juste avant la séance des pénaltys et du coup il n'y a pas de séance de tir au but vu qu'ils ont gagné le match. Donc incroyable, cette équipe du coup qui se qualifie quand même en demi-finale de la CAN, c'est fou. Quand on se souvient, il y a à peu près une dizaine de jours, vous avez pris un 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale. Et là, ils sont en demi-finale. C'est incroyable. Ils sont tout simplement, on peut prendre ce mot, miraculés. Cette équipe ivoirienne, un petit rappel, donc défaite 4-0 lors du dernier match de poule. Donc qualifié pour les 8e en finissant dernier des meilleurs 3e. Donc sur les 6 équipes qui ont fini 3e, donc eux ils étaient à limite 4e, il y avait 4 qui étaient qualifiés, mais eux ils étaient 4e. Donc ils sont passés in extremis, puis après ils ont éliminé le Sénégal avec une égalisation à la 86e minute de jeu pour envoyer le Sénégal au tir au but. Ils ont gagné la séance. Puis voilà, ce week-end on sait ce qui s'est passé, on en a parlé juste avant avec le but victorieux à la 122e minute de jeu. Donc c'est fou, voilà, regardez, c'est vrai que c'est passé énormément de choses. Il y a eu des pénaltys, il y a eu des cartons rouges, il y a eu des buts, il y a eu tout lors de cette rencontre. Vraiment elle est magnifique, quand même cette Coupe d'Afrique des Nations, certainement la plus relevée on peut dire de l'histoire des CAN. Et dire qu'à la base la fédération ivoirienne avait pas confiance en Emers Faé et voulait absolument le prêt de Hervé Renard pour la compétition. Souvenez-vous quand Jean-Louis Gasset a été licencié après le 4-0. Donc voilà, en gros la fédé ivoirienne voulait Hervé Renard pour l'avoir au moins pour la fin de CAN et du coup ça avait été refusé par la Fédération française de football. Mais voilà, l'adjoint de Jean-Louis Gasset qui est maintenant l'entraîneur de cette équipe de la Côte d'Ivoire, il fait du taf énorme et on pense qu'il va être reconduit même si élimination, j'espère pas pour eux, mais voilà, même s'il s'arrête là en demi, ça sera une CAN quand même incroyable. Bien sûr pour la Côte d'Ivoire maintenant l'objectif pour eux c'est d'aller quand en demi-finale, en plus tu joues chez toi, c'est d'aller bien sûr en finale et de gagner cette finale. La joie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire après la qualification. Donc il était bien sûr très très heureux. La même chose, regardez les joueurs les gars, ce qu'ils ont chanté dans le bus quand même. On vaut rien, mais on est qualifié. C'est des joueurs de la Côte d'Ivoire qui ont chanté ça dans le bus. Quand ils rentraient à leur hôtel, leur camp de base, on vaut rien. Non, s'ils veulent quelque chose quand même, parce que quand tu as une demi-finale d'une grande compétition comme la CAN, c'est que bien sûr, tu as beaucoup de talent. Du côté de Paris, donc le match avait lieu samedi soir, donc il y avait beaucoup bien sûr de supporters ivoiriens qui sont sortis dans les rues pour fêter bien sûr cette qualification en demi-finale. Et la bonne mentalité de Conan, donc un joueur de la Côte d'Ivoire qui vient saluer tous les joueurs maliens en fin de match, parce que c'est quand même cruel pour le Mali, comme j'ai dit, le Mali menait 1-0 avec un joueur en plus, donc normalement ça doit le faire. Puis là ça l'a pas fait du tout, parce que la Côte d'Ivoire n'a rien lâché. On peut voir que le coach
du Mali était totalement sous le choc. Hein. Il s'appelle Eric Chell, sélectionneur du Mali, totalement dépité, dégoûté. On peut prendre n'importe quel mot en fin de match. Hein. Donc il était arrosé d'eau par son staff tellement qu'il était sous le choc. Il ne comprenait plus rien. Ils ont dû lui arroser la tête pour leur faire revenir à la réalité parce qu'il ne comprenait pas en gros comment son équipe, comme j'ai dit, hein, qui gérait le match, tout ça, a pu prendre un but. Puis surtout ce deuxième but avant la séance des tirs au but. Donc c'était fou. Hein. Donc les joueurs maliens aussi ont été furieux contre l'arbitre de la rencontre qui a sifflé la fin du match sans faire jouer un corner en leur faveur. Donc il y avait un dernier corner et l'arbitre a sifflé juste avant. Donc ça aussi c'est très mal passé du côté du Mali. Donc c'est une vidéo. Bon là j'ai pris une photo. Ils se poussent, hein, l'arbitre et les joueurs sont en train de se pousser quand même, il y a contact. Hein. Donc on pense qu'il peut y avoir des sanctions hein, sur quelques joueurs maliens à la fin de la rencontre. Et côté malien, donc toujours aucun trophée international remporté par le Mali qui est éliminé de la CAN 2023. C'est vrai que c'est souvent échec. Donc en 2024 c'est en quart de finale, en 2022 lors de la dernière édition ça a été un huitième, en 2019 ça a été en huitième, en 2017 ça a été éliminé en poule et en 2015 c'était éliminé en poule. Voilà, donc en plus par un tirage au sort, hein, ça a été, parce que je peux voir c'est marqué par tirage au sort. Donc voilà, hein, le Mali c'est que des déceptions, c'est dommage hein, parce que vraiment il y a des très grands talents hein, du côté de cette équipe. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire hein, sur ce Côte d'Ivoire Mali. Il y avait aussi Cap-Vert contre l'Afrique du Sud, c'était samedi soir 21h le coup d'envoi, donc là aussi hein, 0-0, prolongation, pas de but, tir au but, et là tir au but ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel, on va en parler juste après. Donc voilà, les tirs à 25 tirs pour le Cap-Vert dans le match, 2 tirs cadrés seulement, c'est pas assez, il faut être plus précis. Donc l'Afrique du Sud hein, c'est 16 tirs, 6 tirs cadrés, il y a eu énormément de tirs comme dans le match, hein, 25 plus 16 pour 0 but inscrit. Donc là même s'il y a 1-0 c'est par rapport au 1, c'est par rapport à la victoire au tir au but hein. Et donc voilà, l'Afrique du Sud après avoir éliminé le Maroc élimine le Cap-Vert lors de cette CAN hein. Et on va parler de ce gardien, je le connaissais pas, je vous cache pas, mais voilà, il nous a fait quelque chose d'historique. 5 tirs au but arrêtés, il en a arrêté 4. 4 tirs au but, vraiment on devrait en prendre la graine hein, du côté de la France parce qu'on est nuls nous hein, tir au but, alors que lui il a fait quand même 4 arrêts sur 5, c'est exceptionnel. Donc jamais un gardien n'a réalisé 4 arrêts lors d'une séance de tir au but à la Coupe du Monde, à la CAN, à l'Euro ou encore à la Copa América. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du football, il l'a fait hein, jamais jusqu'au 3 février, donc avant-hier. Et Ronwen Williams, hein, donc le gardien sud-africain. Voilà, match exceptionnel. Donc bien évidemment il a été élu homme du match avec 4 arrêts, c'est grâce à lui bien sûr qu'il y a eu qu'ils sont qualifiés on peut dire l'Afrique du Sud. Donc voilà, incroyable bien sûr cette performance XXL. Et le Cap-Vert c'est dommage hein, parce que le Cap-Vert donc échoue, mais on peut voir qu'ils ont fait quand même une magnifique CAN hein, c'était quand même du très sérieux. Donc là ils échouent mais au tir au but hein, contre l'Afrique du Sud, si nous a gagné, on peut voir voilà, contre la Mauritanie, ils ont gagné contre le Ghana, ils avaient accroché l'Égypte hein, de partout. Donc voilà, ils ont fait une magnifique CAN, mais ça s'arrête aux portes de demi-finale hein, pour cette équipe du Cap-Vert. Et c'est vrai qu'avec cette élimination du Cap-Vert, c'est simple, hein, aucune des sélections qui ont terminé première des poules de la CAN sont en demi-finale. Guinée équatoriale, Cap-Vert, Sénégal, Angola, Mali, Maroc. Donc tous les premiers du groupe A jusqu'au groupe F, aucun accédé aux demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, maintenant, le tableau final commence à être dessiné. Donc là, dimanche prochain, c'est la finale. Hein. Là, on arrive vraiment en fin de course, on peut dire. Donc, première demi-finale. Donc, c'est mercredi. De toute façon, les deux matchs seront mercredi. 18h, Nigeria contre l'Afrique du Sud. Et 21h, la Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo. Et une petite info tout d'abord. Côte d'Ivoire RDC, donc 4 joueurs ivoiriens seront suspendus pour la demi-finale. Donc tiens, celui qui a pris le carton rouge, tiens, il y a Aurier comme le capitaine, les gars, qui ne sera pas là, Kwame même Diakité, voilà, ces 4 joueurs seront suspendus hein, pour la demi-finale. Et concernant l'autre demi-finale, Nigeria-Afrique du Sud, donc la dernière fois que l'Afrique du Sud a disputé les demi-finales de la CAN, c'est en février 2000, hein, ça faisait 24 ans que l'Afrique du Sud attendait de retourner en demi-finale de la CAN, chose faite, hein, ils sont en demi-finale. Hein. Donc la dernière fois, ils avaient joué contre le Nigeria, tiens, l'équipe qu'ils vont affronter mercredi après-demain, ils avaient perdu 2-0 l'Afrique du Sud contre le Nigeria en demi-finale de la CAN 2000. Hein. Donc les deux nations vont désormais s'affronter à nouveau en demi-finale 24 ans plus tard. Donc voilà, l'Afrique du Sud va vouloir prendre sa revanche voilà, sur cette équipe nigériane. Et regardez, donc là c'est les 4 affiches possibles pour la finale. Donc pour vous, laquelle vous aimeriez-vous voir en finale, on peut dire. Hein. Donc voilà, en gros c'est les 4 choix possibles. Donc la plupart, dont moi j'ai mis Côte d'Ivoire-Nigeria. Voilà, si vous proposez les 4, j'aimerais bien voir cette affiche-là tout simplement en finale de CAN. Donc maintenant, on verra parce que la vérité, ça se passe sur le terrain. Et toujours avec cette CAN, donc c'est un record. Hein, on a déjà parlé il y a quelques jours. Et oui, hein, la CAN, enfin cette CAN devient la CAN la plus prolifique de l'histoire avant même de jouer les 4 derniers matchs. Hein, c'est fou. Donc les 2 demi-finales, le match de la 3e place
et la grande finale. Donc il reste encore 4 matchs, on est déjà à 110 buts marqués et jamais il y avait eu autant de buts inscrits. Donc là il y a encore 4 matchs, on pense qu'il y a encore des buts bien évidemment. Donc voilà, les exceptionnels tout simplement. Cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire bien sûr sur cette CAN. On passe rapidement à la Coupe d'Asie parce que cette compétition se joue également et j'en parle bien évidemment. Et on commence avec l'énorme surprise, hein. Le Japon contre l'Iran. Le Japon est éliminé, ils ont perdu 2-1. C'était en quart de finale, c'était samedi avec un deuxième but inscrit par un joueur de l'Iran mais à la 96e minute de jeu. Donc voilà, le Japon n'a pas pu réagir. Éliminer le Japon, c'est fou. Donc voilà, ils ont quand même éliminé pourtant des équipes comme l'Allemagne, hein, on se souvient des phases de poule à la dernière Coupe du Monde, mais là contre l'Iran, ils sont passés à la trappe, les Japonais. Donc les statistiques de la partie, donc l'Iran, bon j'ai pas vu le match, mais bon ils ont quand même 4 tirs cadrés, le Japon seulement 2 tirs cadrés, donc peut-être qu'Iran mérite totalement sa victoire. Donc voilà, félicitations à l'Iran et dommage pour le Japon, du coup c'est fini pour eux. Hein, donc donc les rois de l'Asie, non ça sera pas eux hein, pour cette édition de la Coupe d'Asie. Et l'autre match, le Qatar contre l'Ouzbékistan, et c'est le Qatar, donc il y a eu un partout, ça s'est joué au tir au but et le Qatar lors de la séance de tir au but s'est imposé 3-2. Donc le Qatar se qualifie également pour les demi-finales. Hein. On peut voir pourtant que l'Ouzbékistan a plus dominé hein, d'après les stats. Hein. Moi je me réfère aux stats, voilà, mais c'est bien le Qatar qui s'est imposé. Et du coup, les affiches, hein, Qatar-Iran. Hein, donc l'équipe qui a gagné le Japon. Donc belle affiche. Et Corée du Sud contre la Jordanie. Donc les matchs auront lieu mardi, donc demain et mercredi. Voilà, là ça se jouera sur 2 jours. Les demi-finales et la grande finale, là, se jouera bien sûr. Ça sera le 10 février. Là, donc là, ça sera fin de semaine. On continue maintenant, on va parler des championnats comme d'habitude et on commence avec la Ligue 1 et on commence avec le gros match hier soir, Lyon contre l'équipe de Marseille et c'est Lyon qui s'est imposé, petite victoire mais peu importe, hein, que ce soit 1-0 ou 15-0 c'est pareil, hein, c'est 3 points au classement, donc victoire 1-0 des Lyonnais et Lacazette l'unique buteur du match à la 37e minute de jeu. Donc les statistiques de la partie, donc l'OM a eu plus de possession de balle mais Lyon a eu plus de tirs, hein, 12 tirs, 7 tirs cadrés pour Lyon. Une frappe, enfin un but marqué. Marseille, les gars, c'est 8 tirs, seulement une frappe cadrée. Donc voilà, Marseille, ça a été très compliqué pour eux. Ils n'ont pas fait vraiment une grande partie. La une du journal L'équipe aujourd'hui, à l'OL, le dernier mot. Hein. Donc Kayacé puis puni 0-3 à l'aller. Les Lyonnais ont pris leur revanche grâce à un nouveau but d'Alexandre Lacazette. C'est que Lacazette, il nous fait grosse saison. Donc 10 buts pour Alexandre Lacazette en Ligue 1, donc 9 à domicile, hein, vraiment Groupama Stadium où là vraiment il plante. Un seul but à l'extérieur, mais bon, ça lui fait quand même déjà 10 buts inscrits en Ligue 1. C'est pas mal, hein, surtout que Lyon, cette saison, elles sont 15e au classement. Ils ont marqué 20 buts en tout, 20 buts en Ligue 1. Et Lacazette a marqué la moitié des buts lyonnais cette saison en Ligue 1. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel la saison d'Alexandre Lacazette, bien sûr, le capitaine de cette équipe en zone mixte. Donc à la fin du match, il a dit, hein, depuis mon retour, c'est la première fois que je gagne un Olympico. Donc ça me tenait vraiment à cœur de gagner, surtout pour les supporters, pour le club. Ça fait du bien de gagner ce match à domicile. Donc voilà ce qu'il a pu dire, Alexandre Lacazette. On va parler aussi de Noama, les gars, qui a fait une magnifique rencontre. Hein. Il a dit à chaque match, pas à pas, je veux progresser. C'est peut-être mon meilleur match hein, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Lyon. Mais je veux en faire plus. Il y aura encore de meilleures choses de ma part dans le futur. Donc lui, c'est vraiment une grande réussite hein, depuis son arrivée. Le joueur Ernest Noama. Et toujours avec Lyon, donc en s'imposant dans l'Olympico. Donc Lyon a signé comme sa 6e victoire en 10 matchs. Donc hier, ça faisait 10 matchs que Pierre Sage, le nouveau coach, avait remplacé, on peut dire. Gros saut par intérim, mais du coup, Pierre Sage, vu que les résultats étaient là, il est maintenu jusqu'à la fin de saison. Et voilà, 6 victoires sur les 10 matchs de Pierre Sage. Donc il a totalement changé la donne hein, du côté de Lyon. Parce qu'avant, c'était beaucoup de défaites. Hein. C'était peut-être 2 défaites. C'était 2 victoires sur 10 matchs. Que là, c'est quand même 6 victoires en 10 matchs. Donc là, ça se passe plutôt, bien mieux qu'il y a quelques mois pour l'équipe de l'OL. Et tu viens à Lyon, tu te fais taper. Qui t'a invité? Donc John Textor partage le chant et la joie des Lyonnais après l'Olympico. Donc il chantait ça dans le vestiaire. Hein, tu viens à Lyon, tu te fais taper. Bien sûr, en pointant du doigt l'équipe de Marseille, parce qu'on sait la rivalité entre Marseille et l'équipe de Lyon. Et Lyon met fin à une série de 3 victoires consécutives de l'OM en Olympico. Hein, c'est que les 3 derniers, Lyon-Marseille, c'était, ou Marseille-Lyon, peu importe, c'était Marseille qui s'imposait contre cette équipe de Lyon. Donc c'est fini. Et l'OM, c'est que... patauge un petit peu et l'OM n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matchs en terre lyonnaise, donc du côté de Lyon. Il s'agissait de l'OM d'Igor Tudor qui s'est imposé à Lyon. Donc après 20 journées de Ligue 1, l'OM affiche son plus faible total de points depuis la saison 2015 sous Michel. C'est quoi le problème? C'est que cette saison Marseille, c'est une catastrophe. Hein. Sur les 9 dernières années, c'est la pire. C'est la pire année en termes de points pris après 20 matchs de championnat. Et les 4 derniers matchs de l'OM en Ligue 1, c'est 3 nuls et une défaite. Hein. Ils n'ont plus gagné depuis... ils n'ont même pas gagné sur cette année 2024 en championnat. Marseille, hein, il faut remonter au 17 décembre, la dernière journée
de l'année dernière. C'était une victoire 2-1 face à Clermont. Donc voilà, Marseille n'avance pas du tout. Là, tu prends 3 points sur combien 12 possibles. En championnat, c'est pas possible. À Marseille a l'ambition de jouer la Ligue des Champions saison prochaine. En plus, n'oubliez pas, il y a une place en plus en France pour se qualifier en Ligue des Champions. Et Marseille pourrait passer à la trappe. Il pourrait même ne pas se qualifier en Europa League ou en Europa Conference League parce qu'actuellement ils sont très loin au classement, l'OM. Hein. Et si on rajoute aussi l'élimination aussi en Coupe de France contre Rennes, souvenez-vous, c'était il y a dimanche, il y a 2 semaines, vous avez perdu au tir au but, voilà, le début d'année est catastrophique pour cette équipe de l'OM. Et ça aussi, c'est une stat catastrophique. L'OM est la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir réalisé aucun clean sheet à l'extérieur cette saison. Toutes les autres équipes, même Lorient, voilà, les derniers, Metz, tout ça, ils ont déjà fait au moins un match cette saison à l'extérieur sans prendre de but. Marseille, c'est la seule équipe à avoir pris toujours un but à l'extérieur cette saison dans le championnat français. Le capitaine Samuel Guigeot, après la défaite, il a dit « Je pense qu'on a manqué d'agressivité. On a été un peu trop tendre quand on joue en Olympico. On doit leur rentrer dedans. On doit leur faire mal. On les a un peu trop regardés. On a un peu trop joué à la baballe, je trouve. » Donc, il dit en gros que c'est inoffensif, cette équipe de Marseille, d'après les propos du capitaine Marseille, Aubameyang. Donc, il a dit « On a manqué d'efficacité, de verticalité. C'est un coup dur. Tout le monde est touché par cette défaite. Et Balerdi, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on doit en faire plus. Il lâche ensuite une tempête, au journalisme, bon bref, voilà. Donc voilà ce qu'a pu dire à Balerdi, bien sûr. Et par exemple, tiens, Quentin Merlin, c'était son premier match, n'oubliez pas, en Saint-Georges de Nantes, qui a été transféré là il y a quelques jours, obtenu une note de 3. Il a vécu un cauchemar hier, Quentin Merlin, sur son couloir gauche de la défense par Noema, qu'on a parlé tout à l'heure, Lucas a fait un énorme match, une note de 8. Donc voilà, concernant ces deux-là. Et à noter, les gars, tout début de match, Marseille, ça va pu totalement être ils auraient pu mener au score. Pourquoi? Parce qu'Amin Harit, dès le coup d'envoi, regardez, maintenant coup d'envoi, tu peux tirer direct. Donc il frappe direct et ça a touché la barre transversale. On était à 2 secondes, il aurait pu marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Donc voilà, c'est pas ça, rien que Marseille marque ce but. Donc voilà, il était battu, Lopez, et du coup ça a touché la barre transversale. Marseille aurait pu mener au bout de 3 secondes de jeu dans cette rencontre. Et toujours sur ce match, les gars, le tifo lyonnais hier soir, parce que même si le stade n'était pas guichet fermé, parce qu'on peut voir qu'il y avait pas mal de place quand même libre en haut, il y avait beaucoup de supporters quand même. Et voilà, magnifique tifo hier des Bad Guns, donc les groupes de supporters du côté de Lyon. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce Olympico. On continue avec une très belle affiche. Nice contre Brest, donc le deuxième contre le troisième de la Ligue 1, donc c'était un choc, donc rien à dire, 0-0. Il y a eu beaucoup de tirs, regardez, 17 tirs pour Brest, 13 tirs pour Nice, ce qui fait comme 30 frappes dans le match, personne n'a réussi à marquer. Bon, après il y a eu seulement 3 tirs cadrés, 30 frappes, donc voilà, beaucoup de tirs hors cadre, et du coup 0-0. Et du coup Romain Del Castillo, donc le joueur de Brest, il a dit on aurait aimé l'emporter contre Nice. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre les matchs. Ils n'ont pas perdu. Et côté niçois, ils ont dit Morgan Sanson, c'est bien, on va continuer. On va essayer de faire une grosse deuxième partie de saison pour rester là-haut. Parce qu'on n'oublie pas, les 3 premiers seront directement en Ligue des Champions. Pour l'instant, ce serait ces 2 équipes-là avec le PSG. LDC, le 4e, jouerait les barrages pour jouer la future Champions League. Lille, 4e, jouait contre Clermont. Et toujours avec ce chiffre 4, c'est ce qu'ils ont passé à Clermont. 4-0 pour Lille. Donc les 4 buts ont été inscrits en première période. David Doublé, André buteur et Zegrova. Magnifique but de Zegrova. Je regardais une multiplex hier, frappe lointaine, pleine lucarne, incroyable joueur. Donc voilà, après le score n'a plus bougé en deuxième période, et du coup 4-0 pour les Lillois qui ont totalement dominé le match. 23 tirs, 13 tirs cadrés, c'est énorme. Après tu passes la barre déjà des 10 tirs cadrés dans un match et que tu as complètement dominé le match, là tu as 13. Donc 4 buts inscrits, donc voilà, clairement on n'a pratiquement pas vu le jour. Et c'est vrai que Lille n'a perdu qu'un seul de ses 21 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça avait été une défaite 2-1 contre Strasbourg, sinon tous les matchs, il y a eu des nuls bien sûr, mais il y a eu beaucoup de victoires, mais surtout pas de défaite, à part ça on enlève bien sûr le match contre Clermont, contre Strasbourg, désolé. Donc il y a par exemple le PSG qui a été accroché un partout, mais pas que le prochain match de Lille, déplacement à Paris, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, concernant cette équipe lilloise et le LOSC en 2024, c'est 20 buts inscrits, 0 but encaissé, c'est incroyable. Donc voilà, c'est vrai que ça tourne très bien. Bon, après ils ont mis un 12-0 à l'équipe, souvenez-vous, en Coupe de France, ce qui avait bien sûr bien monté, mais ils n'ont toujours pas pris de but sur cette année 2024 Lille. Comme j'ai dit, un prochain match, ça sera le Paris Saint-Germain pour eux. Et David qui a inscrit un doublé. Donc cette saison, il avait commencé, il n'avait pas marqué en tout début de saison, août-septembre, il n'avait pas marqué depuis là, vraiment, il a déclenché la deuxième. Et depuis, c'est 13 buts, 2 passes D quand même pour Jonathan David. Cette saison, toute compétition confondue, si on rajoute aussi la Coupe de France et l'Europa League, l'Europa Conference
Conference League, la compétition. Donc voilà, pour l'instant, il nous sort une très belle saison et certainement sa dernière parce qu'on le voit quand même quitter l'équipe de Lille en fin de saison. Et David, il a dit aller chercher le PSG, c'est possible, mais ça reste compliqué. Il dit que lui, vraiment, il va aller chercher, il joue le titre. Voilà. Même si son quatrième, loin du Paris Saint-Germain, il va essayer de rapprocher du PSG. Prochain match, c'est contre Paris, donc là, il va falloir s'imposer pour Lille. Monaco contre le Havre, un partout. C'était hier à 13h cette rencontre que j'ai regardé également. Donc voilà, partout. Donc Ben Yedder a été buteur et réaction juste après, c'est Fofana qui a marqué un but contre son camp sur un coup franc. Donc voilà, égalisation. Et du coup, c'est dommage pour Monaco parce qu'ils auraient certainement dû gagner le match parce qu'ils ont fait 17 tirs, 5 tirs cadrés, un but, alors que le Havre a fait 3 tirs, 0 tir cadré. Comme j'ai dit, c'est un but contre son camp de Monaco. Donc voilà, Monaco, dommage, quand même, laisse filer 2 points importants. Et la forme de Ben Yedder, parce qu'il a été buteur Ben Yedder. Donc sur ses 6 derniers matchs, il a inscrit 9 buts et une passe D. Quel joueur, bien sûr, Ben Yedder. Voilà, sur ses derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a eu un triplé contre Rodez, il y a eu un but, une passe D contre l'OM, et sinon, il y a eu des doublés, un doublé contre Toulouse, Reims, Lens et Le Havre où il a marqué un but. Vraiment un très magnifique joueur. N'oubliez pas que normalement, ce que j'ai pu voir, à peu près des semaines, il va quitter l'équipe de Monaco en fin de saison, il est en fin de contrat. Il ne va pas prolonger tout ça, donc il sera libre. Donc un joueur très intéressant, bien sûr, Wissam Ben Yedder. Et Adi Hutter, donc le coach de l'équipe de Monaco. On aime jouer à la maison, mais on aime jouer aussi chez les adversaires car il y a plus de spectateurs. C'est vrai qu'hier, j'ai regardé le match, il n'y a pas trop d'ambiance au stade Louis II. Pourtant, il faisait beau tout ça, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que Monaco aime bien jouer à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup plus d'ambiance, bien sûr, quand il joue loin du stade Louis II. Et une petite info aussi concernant ce match, Minamino. Donc il a joué 2 matchs en 24 heures avec le Japon puis Monaco. Donc contre le Japon contre l'Iran, j'ai dit, c'était samedi, on a parlé tout à l'heure, le Japon s'est incliné 2-1, donc il est entré en jeu à 67e minute de jeu, donc ça c'était samedi. Et dimanche, il a joué contre le Havre à 13h, même pas 24 heures, mais il a joué 2 matchs différents, sur 2 continents plus différents. Voilà, Minamino. Rennes, les gars, joue contre Montpellier. Rennes s'est imposé 2-1. Donc Terry Kalimundo, les 2 buteurs de la rencontre contre un but de Savani côté Montpellier-Rennes. Donc félicitations au stade rennais. Pourtant, Montpellier a plutôt dominé le match avec le triple de tirs cadrés, un 9 tirs cadrés contre 3 seulement pour Rennes, mais c'est bien Rennes qui a été plus précis, plus efficace que l'équipe du sud de la France. Et on va juste parler de Terry, buteur au bout de 3 minutes de jeu. Sur ces 3 derniers matchs, il a inscrit 4 buts. Martin Terrier, on ne savait pas qu'il avait été blessé, grave blessure, rupture ligament croisé, qu'il avait éloigné terrain pendant 9 mois. Il y a depuis 2 mois au moins qu'il a pris la compétition. Voilà, il a des très belles stats. Martin Terrier. Lens, les gars, jouait du côté du FC Nantes. C'était quand? C'était samedi soir, je crois, ce match. Et c'est Lens qui s'est imposé 1-0 grâce à Dacosta, 48e minute de jeu. Donc parfait pour Lens, qui mérite totalement sa victoire. Était bien meilleur que l'équipe des Canaries et Nantes. Donc Nantes, actuellement, ça avance plus du tout. Donc Nantes a enchaîné un 6e match consécutif sans victoire en Ligue 1. Ils se dirigent vers une fin de saison. Les Canaries devront se sauver pour ne pas descendre en Ligue 2. Aucune victoire en championnat depuis le 2 décembre 2023. Donc on est quand même, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas gagné le moindre match en championnat Nantes. Attention parce qu'ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2. Et Gourvenec, donc le nouveau coach depuis quelques temps, donc il a fait gagner 4 points en 7 matchs au FC Nantes depuis son arrivée sur le banc. C'est très peu. 4 points sur 7 x 3, ça fait 21. 4 points sur 21, c'est une catastrophe. Même moi, je pense que j'aurais été coach de Nantes, peut-être ils auraient pris plus de points, les Nantais, j'en sais rien. Le même bilan que Raymond Domenech lors de ses débuts à la Beaujoire, donc ça sent très mauvais, on peut dire, pour Gourvenec, qui pourrait être licencié à tout moment. Reims contre Toulouse, c'est Toulouse qui s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre, félicitations. Toulouse menait 3-0, ils sont revenus à Reims, grâce à Thomas, magnifique but, Akeme. Ils ont poussé en fin de match, ils ont même eu une grosse occasion qui a été sauvée sur la ligne par un joueur de Toulouse. Et du coup, voilà, Toulouse quand même s'impose lors de cette rencontre. Et il y avait aussi un Metz contre Lorient, donc là un match pour la survie entre les deux équipes. Et c'est Lorient qui était dernier qui s'impose du côté de Metz, un concurrent direct pour ne pas descendre. Donc belle victoire bien sûr des Lorientais. Donc les statistiques de la partie et côté Metz, c'est pas du tout une bonne opération. Tu joues à domicile en plus contre une équipe qui est derrière toi au classement. Voilà, Lorient, tu leur donnes 3 points, c'est pas bon. Et surtout, Metz vient d'enchaîner quand même une 7e défaite en Ligue 1. D'enchaîner une 7e défaite d'affilée, sa pire série depuis 74 ans. Depuis 1950, ils n'avaient pas enchaîné 7 défaites de suite. Donc voilà, 0 point pris sur 21 possibles. Là, c'est une catastrophe totale. L'équipe de Metz, et à la fin du match, c'est parti un petit peu en cacahuète avec les supporters, des tensions éclatées. À la fin du match, entre Metz et Lorient, donc des supporters messins qui n'étaient pas du tout contents de ces 7 défaites d'affilée, et ils s'en ont pris. Regardez, il y a des fumigènes,
gaz lacrymogène, tout ça, donc ça s'est embrouillé, on peut dire, à la fin de cette rencontre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette journée. Donc PSG Strasbourg, j'en ai parlé samedi, vu que le match a lieu vendredi. Donc là, on a parlé de tous les autres matchs. Donc classement meilleur buteur, donc Mbappé toujours en tête, 20 buts inscrits par Kylian Mbappé. Ben Yedder, qui a été buteur ce week-end, 11 buts. Après Lacazette, 10 buts, c'est les 3 seuls joueurs à avoir déjà dépassé la barre des 10 buts, pour 20 pour Kylian. Donc voilà, concernant ce classement, meilleur buteur et le classement tout court. Donc le Paris Saint-Germain, 47 points. C'est que le PSG fait la bonne opération, vu que Nice-Brest fait nul, puis le PSG s'est imposé. Donc Lille, juste derrière, après il y a Monaco, puis après il y a Lens, il y a Marseille qui sont loin, et il y a Lyon avec cette victoire. Toujours loin, ils sont toujours 15e, mais voilà, heureusement, on vaut mieux gagner que perdre. Donc ils prennent 3 points de plus maintenant sur le premier barragiste, on peut dire, l'équipe de Metz. On passe rapidement à la Ligue 2, donc c'était samedi, voici tous les résultats. Donc par exemple Angers, leader, s'est imposé 2-1, la Auxerre s'est fait accrocher par l'équipe de Pau, et on va parler de Saint-Etienne, ils ont perdu 1-0 contre Dunkerque, et le coach, pas le coach, qu'est-ce que je dis, le gardien plutôt de cette équipe de Saint-Etienne, Gauthier Larsonneur, il a dit l'équipe régresse, il faut se dire les choses, il y a 2 mois on était dans le top 5 de la Ligue 2, nous là on stagne, on ne progresse pas. Pour moi, le recul à cette équipe, il faut qu'on remette la marche en avant, qu'on travaille, qu'on ferme notre gueule en gros, parce que c'est que Saint-Etienne c'était 2 ou 3e là, il y a 3-4 mois, et maintenant là, ils sont en train de dégringoler au classement. Regardez, ils sont combien? Ils sont 11e, parce qu'en gros ils n'arrivent plus à gagner. Regardez, ils ont encore perdu contre Dunkerque, qui est actuellement 18e de la Ligue 2. Donc Angers et la Auxerre sont actuellement toujours les 2 premiers de cette deuxième division française. On va parler très rapidement aussi de la Coupe Gambardella, donc c'est la Coupe de France Junior U19, on peut dire, parce qu'il y avait un gros match, pas l'Olympico, le Classico, Marseille contre le PSG, et c'est Marseille qui s'est imposé contre le PSG après séance de tir au but. Donc Enzo Sternal sur Instagram, allez l'OM, donc le minot Marseille heureux après avoir éliminé le PSG en Gambardella lors du Classico, Paris, #Paris dehors, voilà ce qu'il a pu mettre après cette victoire de Marseille. Et Kylian Mbappé tient derrière son frère pour le classique en Gambardella, il était devant la télé avec Kylian Mbappé, parce qu'Kylian Mbappé qui n'a pas joué lors du match de Ligue 1 contre Strasbourg, il était dans le groupe, il était sur le banc mais il n'est pas rentré pour qu'il puisse jouer tout simplement ce match hier du côté de Marseille, et du coup il a joué. Kylian Mbappé qui a marqué lors de la séance de tir au but. Il a marqué son tir au but, mais voilà, après on peut voir que ça a échoué côté Paris Saint-Germain. Du coup, ils ont été éliminés. Et en parlant de Kylian, d'Ethan Mbappé, on revient sur son grand frère Kylian Mbappé, parce que là, ça a vraiment accéléré. Depuis hier, avant-hier, les rumeurs sont énormes, les gars, concernant le futur. J'en ai déjà parlé un petit peu hier, mais voilà. Regardez la une hier du journal Le Parisien. Mbappé au Real Madrid, sa décision est prise. Il devrait bien quitter le Paris Saint-Germain direction le Real Madrid. Donc Mbappé devra annoncer sa décision de rejoindre le Real Madrid la semaine prochaine. Donc ça c'est une info qui date d'hier. Donc la semaine prochaine, là on y est la semaine prochaine. On a basculé à lundi. Donc aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, j'en sais rien quel jour exactement. Mais voilà, d'après beaucoup de journalistes, il devrait le dire. En gros, Kylian Mbappé qui va quitter le Paris Saint-Germain. Et peut-être il dira pas à son nouveau club, mais bon, on pense que ça sera bien sûr le Real Madrid. Et la star slovène de la NBA, Luka Doncic, a réagi sur Instagram aux rumeurs de transfert au Real Madrid concernant Kylian Mbappé. Il a mis ça. N'oubliez pas que les Doncic et Mbappé se suivent sur Instagram, les deux se suivent, et il a mis quand même une photo sur sa story. C'est un célèbre basketteur, je pense que vous connaissez ceux qui suivent un peu le basket. Il a mis cette photo-là de Kylian Mbappé avec des yeux en train de regarder. Donc voilà, c'est vrai que là, vraiment, ça a pris une autre tournure quand même, le transfert d'Mbappé. Voilà. Il y a de fortes chances quand même qu'il rejoigne l'équipe du Real Madrid. Et le PSG identifie Raphaël Leao comme remplaçant de Kylian Mbappé si ce dernier signe au Real Madrid. Donc voilà. Bon, après moi je trouve que c'est plutôt décevant. Leao, c'est pas du tout les mêmes standards que Kylian Mbappé. C'est pas du tout un buteur comme Kylian Mbappé. Bon voilà, si Mbappé part, il va falloir bien trouver son remplaçant, et ça devrait être le joueur portugais. Donc voilà ce qu'il y a à dire. C'est une petite parenthèse, parce que normalement on a dit on parle que des résultats, mais là je suis obligé de parler un peu d'Mbappé. Par rapport à toutes les énormes infos qu'on a pu voir là ces dernières heures. On bascule maintenant au championnat de Première Ligue. C'était Arsenal-Liverpool, c'était hier. Et il y a eu 3-1 pour Arsenal, magnifique victoire. Donc Bukayo Saka, Martinelli et Trossard, les 3 buteurs contre un but de Gabriel contre son camp pour Liverpool. A noter que Konaté a pris double jaune, du coup carton rouge. En toute fin de match, Arsenal s'impose lors de cette rencontre. Bon, Liverpool, j'ai un peu regardé, vraiment je crois que c'est leur pire match cette saison. Ils ont été inexistants, donc 10 tirs, une frappe cadrée seulement pour Liverpool. Donc Arsenal 15 tirs, 7 tirs cadrés, donc Arsenal logiquement, mérite totalement leur victoire. Et on va parler de Bukayo Saka, qui a ouvert le score dans cette rencontre. Donc félicitations à ce joueur qu'on ne présente plus, bien sûr. Et regardez, il a fait la même célébration que Kylian Mbappé, ou peut-être Thierry Henry faisait à l'époque, comme ça quand il glisse sur les genoux. Donc voilà, concernant bien sûr Bukayo Saka. On va parler aussi de cette grosse boulette d'Alisson Becker avec, je crois que c'est Van Dijk.
Je sais pas ce qu'ils font, les deux, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils veulent dégager, puis du coup, il n'y en a aucun qui touche le ballon. Et du coup, Martinelli, il n'y a plus personne dans les buts vu que Alisson Becker est sorti. Voilà, ça a fait le 2-1, on peut dire, pour l'équipe de Arsenal. Et Odegaard, tiens, prenons une photo du photographe de l'équipe devant les supporters d'Arsenal. C'est l'une des choses les plus saines que vous verrez. Bon, bref, voilà. Normalement, là, c'est le photographe. Alors, Odegaard lui a pris l'appareil photo pour prendre tout simplement le photographe officiel de l'équipe devant les supporters de Arsenal. Donc voilà, ça a été une soirée parfaite, hein, bien sûr, pour les Gunners hier. Et à noter que Giroud, tient de retour à l'Emirates Stadium pour suivre le match entre Arsenal et Liverpool. Vu que lui, il avait joué samedi avec l'AC Milan, donc hier il avait un jour de repos, donc il est venu assister à cette rencontre, l'attaquant de l'AC Milan. Il y avait aussi un Manchester United contre West Ham ce week-end, et Manchester United victoire 3-0 de Ojlund, buteur, et Garnacho doublé pour lui, donc West Ham 0 but, ils n'ont pas montré grand chose, enfin ils ont quand même montré 22 tirs quand même, West Ham, pour 0 but inscrit, 10 tirs de moins pour Manchester, 12 tirs, mais 3 buts inscrits. Voilà, le plus important c'est bien de tirer tout ça, et le plus important ça reste quand même là-haut, c'est le tableau d'affichage, et la 3-0, il n'y a pas de débat bien sûr. Magnifique victoire de Manchester. On va parler d'Ojlund parce que hier j'ai dit que c'était son anniversaire, hier il fêtait ses 21 ans, et parfait bien sûr comme anniversaire vu qu'il a marqué un but Ojlund, et c'est vrai que sur ses 4 derniers matchs, il marque tout le temps, et on peut même dire 4 buts et 2 passes D pour Ojlund, l'attaquant danois qui a en début de saison, souvenez-vous, 7-8 matchs, était toujours à 0-0, enfin 0 but, 0 passe D, là ça y est, il marquait pas mal en Ligue des Champions, maintenant ça y est, il a enclenché en première ligue, des magnifiques stats pour l'attaquant Ojlund. Et Garnacho, auteur d'un doublé, donc voilà, Garnacho, il a encore régalé et il nous a fait encore les célébrations de CR7. Pourtant, la semaine dernière, j'ai dit qu'Angel Di Maria avait demandé à Garnacho d'arrêter de célébrer comme Cristiano Ronaldo, mais plutôt comme Léo Messi, son collègue, on peut dire, en sélection argentine. On peut voir qu'il n'a pas du tout écouté, bien sûr, Di Maria, parce qu'il a encore fait la célébration de Cristiano Ronaldo, quand Ronaldo s'assoit là sur le panneau publicitaire, c'était lors d'une victoire 3-0. Ronaldo a marqué un triplé contre l'équipe de l'Atlético. Garnacho a fait la même chose. Garnacho, souvent, il fait les célébrations à la Cristiano Ronaldo. Bon, c'est peut-être aussi, Garnacho, il a peut-être voulu célébrer comme ça sur le panneau publicitaire parce que Kudus, qui est un joueur de l'équipe adverse de West Ham, avait célébré aussi comme ça il y a quelques semaines. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a voulu chambrer Kudus. On peut voir qu'il est accompagné de Meno et Ojlund. Voilà, les trois ont fait cette célébration iconique pour les Red Devils. Donc voilà, c'est vrai que Manchester, ça va bien mieux. C'est qu'il y a des périodes de Manchester, il y a des périodes où ça n'a pas du tout. Ils enchaînent 3-4 matchs, ils ne marquent pas, tout ça. Puis il y a des fois, ils enchaînent. Ils ont gagné 4-3 il y a quelques jours. Et là, ils enchaînent 3-0 à domicile. Donc ça va beaucoup mieux pour les Red Devils. Le seul point négatif de la soirée, c'est Lisandro Martinez, le champion du monde argentin. On peut voir touché, 65e minute de jeu. Allez, il était au sol. Ça sent pas bon. Et de nouveau blessé. N'oubliez pas qu'il a été blessé déjà toute la première partie de saison. Il a loupé au moins déjà 4 mois de compétition. Il est revenu là, il y a à peu près 2 mois. Et de nouveau blessé. Donc on en saura beaucoup plus là dans la journée. Combien de temps il sera indisponible. Chelsea joue contre Wolverhampton. Tiens, Wolverhampton qui avait pris 4 buts contre Manchester United 4-3. Ils ont perdu. Tiens, c'était il y a 3-4 jours là. Cette fois-ci, c'est eux qui ont marqué 4 buts et ils ont gagné 4-2 à Chelsea. Chelsea catastrophe. Pourtant, Chelsea menait dans le match. Donc les stats de la rencontre. C'est quasiment pareil. Mais Chelsea menait dans le match. Il menait 1-0. Puis après, ça a été le festival côté Wolverhampton et surtout le festival Matheus Cunha qui a inscrit un triplé là. Après, il y a eu un but aussi contre son camp de Disasi. Donc voilà, incroyable. Bon, après, ils ont marqué un autre but. Bien sûr, Chelsea pour finir le score à 4-2. Mais Wolverhampton, magnifique victoire. Et les chants des supporters de Wolverhampton pour Pochettino mené 2 buts à 1. Donc voilà, c'était 2-1. Bon, il y a eu 4-2 à la fin du match. Donc tu te fais virer demain matin. C'est vrai que ça sent pas bon pour Pochettino. Quand on sait surtout Chelsea, tout ce qu'ils ont recruté en millions sur le mercato et les coachs, on sait ça défile du côté de Chelsea. Donc on se dit Pochettino, là, avec les mauvais résultats, lui aussi pourrait très prochainement sauter et peut-être un nouveau coach. Pourquoi pas, je pense à Mourinho, les gars, qui est libre, qui avait en plus c'était exceptionnel à l'époque du côté de Chelsea. Pourquoi pas, quand c'est Mourinho libre, peut-être Chelsea pour aller le chercher, remplacer Pochettino. Le seul point positif pour Chelsea, c'est la saison de ce joueur, les gars, Cole Palmer. Donc il a marqué son 10e but cette saison quand même, et 5 passes D, clairement la révélation de la saison, la surprise on peut dire, parce qu'on n'attendait pas qu'il soit aussi performant. Mais bon, le reste de l'équipe, c'est plutôt moyen avec cette défaite, j'ai dit, des Blues. Et triplé de Matheus Cunha pour Wolverhampton, donc festival bien sûr pour le joueur brésilien. Il y avait aussi un Everton Tottenham, c'était samedi en tout début d'après-midi, je regardais aussi un peu cette rencontre. Donc voilà, Tottenham a marqué 2 buts. Richarlison a marqué côté Everton, son ancien club, n'oubliez pas, il avait été transféré à l'époque d'Everton à Tottenham pour 65 millions d'euros. Sa première année avait été catastrophique, il avait marqué un but en une saison complète, mais là cette saison ça n'a rien à voir. Richarlison, il plante, il marque pas mal de buts. Richarlison a inscrit 9 buts sur ses 10 derniers matchs.
match avec Tottenham, une véritable renaissance pour lui. Donc voilà, il a marqué, bon il n'a pas célébré, c'était Everton son ancien club, donc voilà, il a fait des célébrations très light on peut dire, voilà, pour pas manquer de respect bien sûr à ses anciens supporters d'Everton, mais voilà, il nous fait vraiment une grosse saison, Richarlison. Et côté Everton, donc ce joueur qui n'arrivait plus à marquer, 16 matchs sans marquer, Dominic Calvert-Lewin a enfin marqué, donc il était tellement fort entre 2019 et 2021, l'attaquant anglais, c'est vrai que voilà, il casse enfin cette série de 16 matchs d'affilée sans marquer pour un attaquant, c'est une stat catastrophique. Aston Villa joue du côté de Sheffield, donc Aston Villa, Manita 5-0 à l'extérieur, donc voilà. Tielemans a été buteur, magnifique but, barre rentrante, magnifique but, Leon Bailey. Watkins, voilà, tout d'abord les stats. 10 tirs cadrés pour Aston Villa, 5 buts, parfait. Mais Watkins, pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a été buteur aussi, passeur D dans le match, 11 buts et 12 passes D cette saison pour Oli Watkins. Donc voilà, c'est le premier joueur de la saison à dépasser la barre des doubles 10, au moins 10 buts et 10 passes D, c'est le seul, même Haaland, Salah, il n'y en a aucun qui a fait ça, lui il l'a fait, un joueur tellement sous-coté bien sûr, ce Oli Watkins. Il y avait aussi un Newcastle Luton Town, il a eu 4 partout, un match aussi totalement fou, comme souvent bien sûr en Angleterre il y a des matchs fous. Donc les stats, voilà, 6 tirs cadrés pour Newcastle, 4 buts, Luton Town c'est 8 tirs cadrés, Luton Town quand même accroché, promu, accroché Newcastle 4-4, on sait que le PSG par exemple s'est incliné à Newcastle, ils ont perdu 4-1 le PSG alors que Luton Town a accroché au moins l'équipe de Newcastle. Donc voilà, Luton Town a mené 4-2 dans le match, puis à la fin il y a eu 4-4 à la fin de la rencontre. Donc voilà, cette rencontre folle. Ce soir il reste un match Brentford-Manchester City, ça 21h pour clôturer cette journée de Première Ligue et le classement. Donc Liverpool-Arsenal. Arsenal a fait une bonne opération gagnant contre Liverpool. Ils reviennent maintenant à 2 points, parce que si Liverpool aurait gagné, là il y aurait un sacré creux. Donc à noter que City, les gars, a 21 matchs joués, donc 2 matchs de moins que les deux devant. Donc si City gagne par exemple Brentford et leur autre match en retard, ils seront à 52 points et ils seront leaders. Ils seront leaders tout simplement de cette Première Ligue. Aston Villa 4e, Tottenham 5e, Manchester United 6e et Chelsea. Bon, pour un coup, ils ne sont pas 10e. C'est que Chelsea, à chaque fois, leur classement sont 10e. Non, ils ne sont plus 10e parce qu'ils sont 11e. Vu que Wolverhampton qui les a gagnés ce week-end, ils sont passés devant eux. On prend la direction cette fois-ci de la Liga, le Real Madrid contre l'Atlético Madrid, c'était hier soir, c'était le derby de Madrid, score final 1-1, Brahim Diaz, buteur côté Real Madrid, contre un but de Marcos Llorente. Souvent c'est le Real Madrid qui revient en fin de match, on se souvient Carvajal contre Almeria qui a marqué le but du 3-2 à la 90e, plus 9 minutes de temps additionnel. Cette fois-ci c'est le Real qui s'est fait punir en prenant un but en toute fin de match. Marcos Llorente à la 93e minute de jeu égalise côté Atlético Madrid, donc les stats de la partie. Ça a été serré à un niveau tir cadré, un tir cadré de plus pour l'Atlético que le Real. Donc nul entre les deux équipes, les deux grandes équipes de Madrid. Et l'Atlético s'est accroché bien sûr et du coup prend un point important bien sûr. Et Antoine Griezmann, les gars, juste après le match nul contre le Real Madrid au Bernabéu, donc il a mis 2 smileys en train de rigoler, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Il a mis ça, c'était à la fin du match, regardez, il était 11h, il est directement rentré dans le vestiaire, sur son téléphone il a mis ça. On ne sait pas, moi c'était pour qui. C'est 2 smileys en train de rigoler pour Grisou. Et tiens, en parlant d'un autre Français, Eduardo Camavinga est sorti sur blessure et surtout il a grimacé, il était en train de boiter quand il est sorti de la pelouse, quand il était remplacé. Ça sent pas bon, donc voilà, j'ai eu Rudiger qui a été blessé, qui était forfait pour le match. Et maintenant on entend plus Camavinga, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Camavinga on en saura beaucoup plus aujourd'hui, ce qu'il a vraiment par rapport à sa blessure. Le Barça tient joué contre Alaves, donc ça va bien mieux pour le Barça après la claque prise, c'était il y a une dizaine de jours contre Villarreal. Elles ont gagné cette semaine 1-0 contre Osasuna. Puis là, ils enchaînent une deuxième victoire d'affilée contre l'Aves, une victoire 3-1. Donc Lewandowski, Gundogan et Victor Roque, buteur. Donc félicitations au FC Barcelone. Les stats en faveur du Barça. Ils n'ont pas fait énormément de tirs. Le Barça 8 tirs, c'est moins que l'Aves 13 tirs. Mais 5 tirs cadrés, 3 buts. Donc ça a été un Barça très efficace. Et c'est ce qu'il faut en tableau d'affichage, bien sûr, ça fait la différence. Et tout d'abord, Lewandowski, qui fait une saison très délicate, dont il a été buteur, tant mieux. Seulement son 9e but cette saison. C'est peu, par exemple, quand il est au Bayern à ce moment-là de la saison, au début février, il était déjà quasiment 25 buts des fois inscrits en championnat. Là, seulement son 9e cette saison. On sait c'est compliqué, mais bon, il a été buteur, donc on le félicite. Et aussi Victor Roque, de nouveau buteur. Et pourtant il vient encore de rentrer en cours de jeu. Donc là il est entré en jeu à la 59e minute de jeu. 4 minutes après, buteur. Bon, il a pris un rouge aussi après. Ça c'est un peu le truc ballon on peut dire pour lui. Mais si on revient aussi sur le match contre Osasuna, quelques jours il y a une victoire à 0, il est entré en jeu à 62e minute de jeu. Et 1 minute après, buteur. Là c'est à peu près quasiment la même chose. Bon, là on rajoute le carton rouge, c'est-à-dire qu'il sera suspendu. Le prochain match, bon après ça a été vraiment un contact très léger. C'est vrai qu'on se demande comment il a pu prendre rouge. Bon bref, enfin...
il n'a pas pris rouge direct, il a pris double jaune et du coup carton rouge. Donc c'est dommage pour Vitor Roque parce que voilà, 2 derniers matchs, 2 buts et du coup il sera suspendu pour au moins un match. On ne sait pas si c'est 1, 2, 3, bon peut-être pas 3 matchs, je pense qu'il sera suspendu seulement un match. Et voilà, donc le Barça fait appel bien sûr par rapport au carton rouge de Vitor Roque et sa femme. Que Dieu bénisse la vie de cet arbitre. Donc Diana, la femme de Vitor Roque, elle a réagi sur Instagram parce qu'elle n'a pas compris comment son mari, donc Vitor Roque, a pu prendre un rouge lors de cette rencontre. Gérone contre la Real Sociedad 0-0, voilà, entre ces deux équipes. Pourquoi on parle Gérone parce que Gérone, on sait que ça performe énormément cette saison, donc du coup match nul. La Real Sociedad dans 9 jours, n'oubliez pas, mercredi prochain, c'est le match contre le PSG. Donc ils ont été accrochés par l'équipe de Gérone. Tous les résultats, donc soit il reste un Rayo Vallecano Séville, à noter que donc là on peut voir voilà, tous les résultats. Je parlais des plus grosses équipes, sinon Villarreal a fait 0-0 contre Cadix. Celta Vigo s'est imposé 3-0 contre Osasuna, où le Betis a été accroché par Retafe, un partout. Donc classement des meilleurs buteurs, donc 3 joueurs actuellement, Topvik, Bellingham et Mayoral, les 3 sont à 14 buts inscrits, Morata 13, Griezmann 11 et Lewandowski, je dis 9 buts. Lewandowski, bien sûr, il doit être normalement beaucoup plus haut. C'est pour ça que c'est une saison un peu délicate pour l'attaquant polonais. Et le classement, donc c'est le Barça qui réalise la très bonne opération. Pourquoi? Parce que dans le top 4, il y a seulement le Barça qui s'est imposé, les Real accrochés, Gérone accroché et l'Atlético accroché. Il y a eu un Real Atlético. Donc voilà, le Barça, avec le même nombre de matchs joués, revient à 6 points de Gérone et 8 points du Real Madrid. Bon, on a 13 journées, il y en a 38 de journées. Il reste encore pas mal de matchs. Donc voilà, tout est possible, bien sûr. Tant que mathématiquement c'est jouable pour l'Atlético, Barça, pour n'importe quelle équipe, il y aura du suspense jusqu'à la fin du championnat. Real Sociedad, un futur adversaire du PSG, 6e actuellement de cette Liga. Il y a un cru, on passe 48-45 puis après à 37 points. On prend la direction de l'Italie. Il y avait un énorme. C'est qu'il y a des gros matchs hier soir. L'Inter contre la Juventus Turin, c'est simple. Le premier contre le deuxième du championnat et c'est le premier qui conforte sa première place en s'imposant 1-0. Gatti, buteur contre son camp côté Juventus. Donc c'est pas du tout une bonne affaire. Et c'est surtout une très bonne affaire pour l'Inter Milan qui s'impose du coup 1-0, 15 tirs, 3 tirs cadrés, un but inscrit. Donc parfait pour l'Inter qui se dirige tout droit vers un championnat d'Italie. Il a remporté en fin de saison. Donc félicitations à l'Inter Milan qui remporte bien sûr ce gros duel de haut de tableau. L'équipe 3e actuellement de la Serie A, c'est l'AC Milan qui joue du côté de Frosinone et ça passe pour l'autre Milan. L'Inter ça passe, mais ça passe également pour l'AC Milan, victoire 3-2. Et à noter que Jovic, Gabbia et surtout Giroud. Pourquoi surtout? Parce qu'il est français et puis voilà. Enfin, moi j'aime bien Giroud, donc il a été buteur, donc on est content. Enfin moi personnellement je suis content pour Olivier Giroud. Donc les statistiques, ça a été un match dominé par l'AC Milan. D'après les stats, il n'y a rien à dire, ils méritent leur victoire. Frosinone a quand même failli accrocher l'équipe de Milan et Giroud en Serie A cette saison. Les stats sont très très bonnes, 20 matchs disputés, 11 buts, c'est pas mal quand même pour Giroud et 8 passes D à 37 ans. Donc il répond encore présent, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est toujours présent quand même, 11 buts et 8 passes D en Serie A. Voilà, exceptionnel bien sûr, Olivier Giroud. Naples contre Hellas Vérone, victoire 2-1 pour le Napoli. Donc Ngonge et Kvaratskhelia ont été les deux buteurs. Donc félicitations à Naples, donc méritent totalement leur victoire. 8 tirs cadrés, il n'y a rien à dire. Et Kvaratskhelia nous a marqué un but, je ne sais pas si vous avez vu son but, magnifique but, un frappe lointaine, un peu comme Zegrova tout à l'heure qu'on a parlé avec Lille. Donc lui c'est du pied droit, à peu près même distance en pleine lucarne, magnifique but. Et à noter que l'autre buteur côté napolitain, c'est lui. Donc arrivé le 19 janvier, il y a à peu près 2 semaines, à Naples en provenance de l'Hellas Vérone. Cyril Nkonja inscrit aujourd'hui son premier but avec son nouveau club face à son ancien club, vu qu'il vient en provenance de Hellas Vérone, l'équipe que Naples a gagné. Il a marqué un but, ce qui a permis à son équipe avec Kvaratskhelia de s'imposer 2-1. Il y avait aussi un Atalanta Bergame contre le Lazio. L'Atalanta Bergame s'est imposé 3-1. Notez le doublé de Catelere, qui ça va beaucoup mieux pour lui. Immobilier, il était buteur côté de Lazio. Mais pour revenir sur le Belge de Catelere, qui avait floppé, donc les stats tout d'abord de la rencontre, mais qui avait floppé à l'époque du côté de l'AC Milan, il a été prêté à l'Atalanta. Et le jeune Belge a déjà 5 buts et 6 passes D en 14 matchs titulaires cette saison du côté de l'Atalanta Bergame. Il est prêté par l'AC Milan avec une option d'achat de 25 millions d'euros. On pense que l'Atalanta pourrait certainement lever cette option d'achat de 25 millions d'euros. Il pourrait devenir à 100% un joueur de l'Atalanta en fin de saison. Tous les autres résultats en Italie, donc j'ai parlé de tous les matchs, à part grosse équipe. Donc soit il y a AS Roma Cagliari pour le dernier match de cette journée. Donc classement meilleur buteur sur Lautaro Martinez, 19 buts inscrits devant Vlahovic, Giroud et Soulé. C'est les 4 joueurs à avoir inscrit au moins 10 buts cette saison du côté de la Serie A. Et le classement, donc l'Inter, en plus avoir gagné contre le deuxième, la Juve,
creuse encore plus l'écart. En plus, l'Inter a un match en retard. Donc là, il y a déjà 4 points d'écart et il y a un match en retard pour l'Inter. Donc ça pourrait monter à 7 points d'écart si l'Inter n'a gagné son match en retard sur la Juventus. Donc l'AC Milan 3e, l'Atalanta. Donc voilà, il y a déjà des sacrés crus. On passe 49 à 39 entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame à la 4e position. Et on finit comme d'habitude avec le championnat allemand. Darmstadt contre le Bayer Leverkusen. On commence avec le leader, Leverkusen, et victoire 2-0 pour le Bayer Leverkusen. Et c'était là qu'a inscrit le doublé, 33e et 52e minute de jeu. Donc victoire logique, comme souvent. Les stats sont en faveur totale, bien sûr, du Bayer Leverkusen. Et 2 buts inscrits par Tella, mais une passe D, bien sûr, de Grimaldo. Quand il y a des buts inscrits, souvent il est auteur d'une passe D. Cette saison, pour le latéral gauche, il joue défenseur gauche. 28 matchs, 9 buts, 10 passes D pour un défenseur gauche. Je pense qu'il n'y a personne actuellement en Europe, même dans le monde, qui a des stats aussi bien que lui, dans le foot professionnel, je vous parle. Voilà, en tant que défenseur gauche, c'est tout simplement exceptionnel la saison de Grimaldo. Et l'autre passeur D pour l'autre but de Tella, c'est lui, c'est Florian Wirtz. Donc 26 matchs, 8 buts et 13 passes D, dont une ce week-end contre l'équipe de Darmstadt. Le Bayern Munich reste au contact du Bayer Leverkusen. Une victoire 3-1 du Bayern Munich. Donc Pavlovic, Mathis de Ligt et surtout Harry Kane. Harry Kane qui, chaque match, bien sûr, il marque un but à Harry Kane. On le savait que c'était un grand attaquant. Donc il confirme du côté de Munich. Donc les stats en faveur, bien sûr, du Bayern. Et Harry Kane cette saison, toute compétition confondue. 27 matchs, 28 buts déjà pour Harry Kane depuis août. Son Ligue des Champions, peu importe la compète. Déjà 28 buts inscrits et 8 passes D. C'est peut-être la meilleure recrue, peut-être avec Bellingham. Un gros joueur qui ont été transférés l'été dernier. C'est vrai que c'est exceptionnel la saison de Harry Kane. Et on va parler juste de Thomas Müller parce qu'il a joué et surtout il vient d'atteindre les 500 victoires avec le club. C'est le premier joueur de l'histoire du Bayern Munich à atteindre les 500 victoires du côté du Bayern. Le légendaire Thomas Müller. Et à noter que Sacha Boey, nouvelle recrue du côté du Bayern, donc il est entré en jeu à l'heure de jeu, 62e minute de jeu, et effectué ses premières minutes pour le Bayern Munich face à Gladbach, donc première réussie vu qu'il y a eu une victoire bien sûr de son équipe du Bayern Munich. Il y a aussi un Leipzig contre Union Berlin. Leipzig s'est imposé 2-0, dont un but de Loïs Openda qui a inscrit comme son 18e but et 4 passes D, toute compétition confondue cette saison. Si on rajoute la Ligue des Champions, championnat, tout ça, les stats sont exceptionnels bien sûr pour l'ancien Lensois. Et donc 18 buts en toute compétition confondue, dont 14 quand même en Bundesliga. Je crois qu'actuellement il est 3e meilleur buteur du championnat derrière Harry Kane. Guirassy, lui en 3e position. Il y avait aussi un Cologne-Francfort. Francfort s'est incliné 2-0. À noter que côté Francfort surtout, Hugo Ekitike a fait ses premières minutes, il est entré en jeu à la 77e minute de jeu. Hugo Ekitike, il n'a pas suffi, il n'a pas marqué, on va dire. Voilà, son équipe s'est inclinée 2-0. Tous les résultats du côté de la Bundesliga et le classement. Donc Leverkusen, vu que Leverkusen et Bayern Munich ont gagné, les deux toujours en tête. 2 points d'écart entre les deux équipes. Puis après il y a un cru, on passe à 40 points, donc 10 points de retard. Donc voilà, ça se joue, bien sûr, on le sait, plus longtemps entre les deux Leverkusen et Bayern Munich. Donc Stuttgart, après il y a Dortmund, puis après il y a Leipzig, puis après il y a Francfort à la 6e position. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. 45 minutes de vidéo, c'est long, à parler des championnats, à parler de la CAN, de la Coupe d'Asie, de la Ligue 2, de la Coupe Gambardella, du transfert d'Mbappé. Il y a énormément de choses à dire, vous savez, le lundi c'est comme ça sera toujours comme ça je pense, parce qu'il y a tellement d'infos le lundi. Donc voilà les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire, parce qu'il y a d'autres infos, par exemple le championnat néerlandais, il y a eu des magnifiques affiches, dont Ajax PSV, qu'on parlera tout à l'heure. Donc voilà, encore plein de choses à dire, ça sera tout à l'heure. Et sinon sur cette chaîne, on se retrouve bien sûr demain. Bonne journée à vous et à plus tard.